Eh bien, nous allons commencer. Vous avez envie de parler, mais vous allez parler dans 2 minutes. Donc, bienvenue pour cette deuxième table ronde de Dancostock à la Softcote. On va parler là tout de suite donc de public. Alors, pour le coup, non. Là, on va parler de public-privé, les synergies justement, l'activité mixte et comment on fonctionne. Et est-ce que l'hôpital et l'hôpital travaillent mieux à deux? Et comment à deux on est plus fort justement? Donc, parce que l'hôpital et la clinique, ce n'est pas des ennemis, ils avancent plutôt main dans la main. En tout cas, c'est dans votre cas à tous les quatre. C'est ce que vous nous avez plus ou moins dit, ce que vous allez plutôt vous dire. Mais est-ce que aussi ça ne tient pas juste aux relations entre confrères? Est-ce que c'est pas juste lié aux personnes? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement structurer cette organisation qui, d'après ce que nous avons discuté ensemble en préparant cette table ronde, vous avez tous des liens privilégiés avec l'hôpital, avec les cliniques, en fonction de vos confrères, en fonction d'eux. Est-ce qu'il ne faudrait pas lancer des conventions? Est-ce qu'il ne faudrait pas organiser autrement? Et donc pour parler de ça, nous avons donc le docteur Laurent Hubert et son confrère d'Angers, Henri Parent. Voilà. Donc un est en clinique, un est au CHU. Et eux deux, ils tiennent la ville d'Angers en point de vue d'orthopédie, si on peut dire. Nous avons Valérie Dumaine, qui est donc docteur en exercice mixte aussi à Paris, pour le coup. Et le docteur Pascal Géano, qui après des années et des années d'exercice mixte, a décidé finalement d'être 100% public, mais c'est tout récent. C'est une nouveauté. Il nous expliquera pourquoi. Mais donc si on commençait justement par le cas de la ville d'Angers, justement, où donc docteur Laurent Hubert et docteur Henri Parent, vous êtes un à la clinique, un à l'hôpital, ça depuis très longtemps. Comment ça fonctionne? Comment fonctionnent justement les synergies dans la ville d'Angers? Qui commence? Allez, ben je commence. Donc moi je suis Laurent Hubert, je suis le chef de service de chirurgie orthopédique au CHU d'Angers. Et on a décidé il y a maintenant 2 ans, avec Henri Parent, qui est donc lui le directeur de la clinique Saint-Léonard, et c'est une clinique qui est exclusivement ou quasi exclusivement orthopédique. Et on se connaît très bien depuis longtemps pour œuvrer dans une société qui s'appelle la Société orthopédique de l'Ouest. Et donc on se connaît depuis longtemps. Donc moi je suis le trésorier, lui ancien président. On se connaît depuis très longtemps. On a noué des liens d'amitié. Et dans sa clinique, une grande partie de ses collaborateurs sont des anciens internes et des anciens chefs du CHU. Donc ça facilite beaucoup, beaucoup les choses. Et il y a 2 ans, on s'est dit, bon, il faudrait qu'on mette peut-être par écrit ce qu'on fait déjà depuis pas mal de temps, c'est-à-dire une collaboration. Elle existe depuis très longtemps pour la chirurgie de la main, puisque moi j'envoie des internes dans le centre de la main qui est adjacent à la clinique, qui fait partie de la clinique, mais bon, voilà, avec une structure un peu à part, comme tous les centres de la main souvent. Et donc on s'est dit, on a aussi besoin de leur expertise pour certaines choses, notamment la chirurgie pédiatrique orthopédique qui est à Angers une petite équipe, et il y a des chirurgiens pédiatres à la clinique orthopédique, donc qui sont de qualité et qui viennent aider pour certaines chirurgies, pour la permanence de soins, puisque voilà. Et donc on s'est dit, il faut qu'on travaille là-dessus, sur une convention entre nos 2 pôles, pour mettre par écrit ce qu'on faisait déjà depuis pas mal de temps, comme ça, comme M. Jourdain fait de la prose. Non, mais je n'ai pas grand-chose à rajouter après ce que tu as dit, Laurent. Simplement, en effet, comme vous l'avez dit, c'est une histoire d'hommes, et que ça nous est apparu important, parce que les hommes passent, mais ce qui reste, c'est les projets, c'est les écrits, et c'est de formaliser quelque chose qui se fait depuis déjà quelques années. Mais alors jusqu'où va la synergie justement entre CHU et clinique à Angers entre vous déjà? Qu'est-ce que vous partagez? Vous dites qu'il y a quand même la permanence des soins, donc il y a des chirurgiens qui vont faire des gardes le week-end de l'un à l'autre. Comment ça fonctionne? Et est-ce que c'est justement sur du volontariat? Est-ce que si on l'écrit, ça marchera quand même? Comment on fait? C'est vrai qu'il faut être très vigilant, parce que il y a, comme tout, à chaque fois qu'on écrit des choses, il y a des droits, des devoirs, des contraintes. Tout le monde n'est pas toujours d'accord. Il faut sortir un peu de sa zone de confort. Donc c'est quelque chose. Il faut, comme toujours, il faut que les gens y voient un intérêt. Il faut voir parfois plus loin, mais certainement. D'abord, il faut savoir que on vient tous de l'hôpital. C'est quand même un petit peu dommage d'imaginer qu'il y ait que les chemins se séparent de façon anormale, puisqu'on sort tous du même endroit. Après, on fait tous partie du service public, on sert des gens,
on soigne des gens qui sont en général sur place. D'ailleurs, c'est une économie non délocalisable, comme dirait l'autre. Et en fait, il faut qu'ensemble, on prenne au mieux la population. Et puis, on voit bien qu'il y a... Enfin, pour moi, c'est presque à la fin de la carrière. Pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire que c'est évident que si on veut s'en sortir et bien prendre en charge les patients là où on est, ça ne peut passer que par une collaboration avec les CHU. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on écrit dans cette convention? Parce que est-ce que justement, il ne faut pas se dire les patients qui ont les moyens vont à la clinique, les patients qu'on ramasse par terre, ils vont à l'hôpital, et si la collaboration, c'est l'hôpital prend la poupe. Justement, dans la convention, c'est bien bordé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que... Le risque, ça serait que la clinique fait la chirurgie orthopédique et puis l'hôpital fait la chirurgie traumatologique. Et on sait bien que la chirurgie traumatologique, elle est plus difficile. En tout cas, elle encourage moins à se lever à 3h du matin pour aller opérer un mec bourré qui s'est cassé la figure en vélo ou en moto. C'est quand même moins stimulant que d'aller mettre une prothèse de hanche à la petite dame en bison. Ça peut être plus stimulant parce qu'on soigne quelqu'un, on sauve. Oui, bien sûr, quand vous le faites de façon très anecdotique, mais quand vous le faites de façon très régulière. Donc c'est bien bordé. C'est pas un changement de clientèle. C'est chacun reçoit sa clientèle, mais on demande un coup de main aux collègues s'il y a besoin, sur la base du volontariat, bien entendu. Ça existe déjà pour la chirurgie pédiatrique orthopédique. Ça n'existe pas encore pour la chirurgie orthopédique adulte. Par contre, les collègues de la clinique peuvent venir opérer des malades lourds au CHU, on leur fait la place qu'il faut parce que c'est des malades qui vont ensuite avoir besoin de soins intensifs. Ça, par exemple, c'est organisé ou validé par l'ARS. Comment vous faites ça? Alors, ça a été validé par la direction de l'hôpital et la direction de l'hôpital a renvoyé ça à l'ARS qui ne voit que d'un bon œil ce type de collaboration puisque c'est un peu la volonté du gouvernement, c'est un peu la volonté des tutelles à l'heure actuelle. D'accord. Et alors, vous, Valérie Dumaine ou Pascal Jeannot, est-ce que c'est possible une telle collaboration à Paris? Est-ce que du coup, il y a une collaboration? Alors, vous, Valérie Dumaine, vous êtes en exercice mixte quand même, donc vous avez forcément quelqu'un que vous pouvez appeler à l'hôpital si vous avez besoin pour un patient que vous avez en privé. Mais comment ça fonctionne alors? Je pense que la problématique est un peu différente entre la province et la région et Paris intramuros. Paris intramuros, vous avez quand même des gros CHU. Et puis vous avez, en tout cas en orthopédie, plein de petites cliniques, de petits établissements qui ont des exercices quasiment mono-spécialités et qui se retrouvent à devoir collaborer avec les CHU de manière un peu forcée, si je puis dire, parce qu'ils n'ont pas en fait les moyens de prendre en charge un patient infecté, un patient qui a besoin de réanimation, etc. Donc la situation est différente et cette collaboration que vous affichez et que je trouve très jolie, un peu poétique, n'existe pas comme ça clairement à Paris. À Paris, c'est que du bouche à oreille, de la collaboration entre collègues. Il y a des réseaux qui se mettent en place, effectivement, mais c'est parce que vous connaissez un tel dans l'établissement machin, parce que vous avez été interne là-bas, bien souvent, qu'on va vous prendre votre patient. Mais il n'y a pas de collaboration qui soit franchement écrite entre le public et le privé. Après, il y a des collaborations, et dans l'établissement où je travaille, on a des collaborations avec un établissement privé à but non lucratif qui jouxte la clinique dans laquelle j'exerce. Là, effectivement, on a mis en place des collaborations, par exemple, pour la réanimation, les soins intensifs de cardiologie, l'urologie, parce qu'évidemment, quand vous faites des prothèses à des messieurs un peu âgés, ils se mettent tous en rétention d'urine dès que vous leur mettez un petit peu d'antalgique. Donc voilà, mais cette formalisation existe, je dirais, plutôt au sein ou entre les établissements privés, à but non lucratif ou pas, mais cette formalisation n'existe pas clairement avec les CHU, et là c'est plus effectivement du bouche à oreille ou du copinage entre guillemets, quoi. Et ça devrait pas, ou ça n'a pas vocation, est-ce que vous, notamment la convention que vous faites, pourrait devenir une espèce de norme nationale? Je pense qu'en tout cas en orthopédie, c'est un peu particulier. Il y a clairement une compétition entre le public et le privé à Paris en orthopédie, pas en traumatologie bien évidemment, Non, voilà. Mais en tout cas en orthopédie, les CHU essayent de tirer leur épingle du jeu pour tout ce qui est prothèse. Donc
l'ambiance n'est pas forcément à aider son prochain, je dirais. Et vous, Pascal Jeannot, qui du coup maintenant êtes retourné au public à 100%, est-ce que du coup vous ouvrez plus les bras aux patients du privé comment ça fonctionne? Un petit mot sur mon parcours, hein, effectivement. Pendant 25 ans, j'avais une activité mixte dans l'hôpital pédiatrique et dans un hôpital privé en banlieue parisienne. Et puis, bon, les choses de la vie ont fait qu'on m'a proposé de rejoindre la séance publique et de prendre en charge une unité de chirurgie de la main adulte. Donc j'ai une double casquette, pédiatrique et adulte. Le choix est difficile, hein, parce que ce n'est pas un choix habituel de quitter complètement le privé. Et d'avoir été invité ici, c'est assez intéressant, parce que est-ce qu'il est possible de faire des synergies? Intrinsèquement, je pense que oui. La deuxième question, est-ce qu'il est possible d'en faire à Paris? Et Valérie Dumaine a bien expliqué un petit peu les problèmes spécifiques de Paris, où il y a une espèce de compétitivité et puis de concurrence qui malheureusement est tout à fait importante à Paris, en particulier en chirurgie de la main. Bon, il faut savoir que dans les centres de chirurgie de la main publics, il y en a 3 à Paris, en région parisienne, au CHU. Et c'est vrai, et je l'ai constaté depuis mon arrivée, on prend les malades très gros, enfin c'est très gros entre guillemets, c'est-à-dire les macro-réimplantations, ce genre de choses qui vont nécessiter de la réanimation. Et ça, c'est vrai pour les 3 centres. En revanche, la chirurgie, je dirais, plus classique du chirurgien de la main, la plaie d'extenseur, le panari, est plutôt faite en ville. Voilà, ce que j'aimerais dire, je pense que les deux doivent fonctionner ensemble et on doit lever ce problème de compétitivité entre les deux. Il faut créer des réseaux, mais ça impose, à mon sens, une espèce d'équité entre les deux systèmes, en termes de moyens, de plateau technique, en termes de revenus et en termes de personnel médical et paramédical. Et je pense que c'est, à mon avis, grâce à cela qu'on pourra faire fonctionner les systèmes, et en particulier à Paris, où c'est compliqué. Moi, je vois bien, dans les 2 hôpitaux où je suis, on a un problème de personnel paramédical, ce qui nous conduit à fermer des salles de façon récurrente, à annuler des malades de façon récurrente, à refuser des urgences. C'est pas ce pourquoi on est fait. Et je crois que l'objectif, il ne faut pas l'oublier, hein, quand on est chirurgien, c'est de prendre en charge des patients et de les soigner du mieux du monde. Et je pense que cette synergie est indispensable entre les deux. La formaliser à Paris, comme vous l'a dit Valérie, ça me paraît excessivement compliqué à cause des problèmes de concurrence, des problèmes d'accès aux malades. Mais je pense qu'il y a des choses à faire. Mais en tout cas, je crois, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis revenu à l'hôpital. Et vous savez comme moi qu'il y a deux systèmes. À l'hôpital public, Laurent l'a rappelé, on est quand même assez contraint par les urgences avec une mission de service public, alors qu'un certain nombre d'établissements privés, en particulier à Paris, où ce sont des grilles, ça sauf probablement les centres d'urgence main. Mais quand même, on n'accueille pas toutes les urgences main, toutes les nuits, dans toutes les cliniques d'urgence main de Paris, alors qu'à l'hôpital, vous êtes contraint de le faire, c'est votre mission. C'est votre mission. Alors, il y a peut-être un modèle qui est un petit peu différent, qui je trouve, mérite d'être approfondi, sont les ESPIC. Les ESPIC où c'est mixte. En fait, il y a une mission de service public, et puis à côté, on garde l'agilité par une direction qui a beaucoup plus les mains libres que des directions de l'assistance publique ou des gros hôpitaux en périphérie. Je pense que c'est un modèle qu'il faut, à mon avis, développer. Enfin, c'est part de mes réflexions. Alors, outre l'idée du bien commun, c'est-à-dire de bien soigner les patients, qui est notre but à tous, hein, l'hôpital public a encore, et comme tu le rappelais, un rôle de formation. Et moi, je regrette le temps où on avait des attachés dans les services. C'est comme ça que j'ai été recruté pour aller à la clinique, parce que les vieux chirurgiens ou les chirurgiens installés en ville partageaient leur expérience, partageaient des modèles d'organisation. Vous apprenez à opérer plus vite, vous opérez à éliminer toutes les choses qui sont inutiles. Et ça, je trouve que ça se perd un petit peu. Et je dois dire que depuis que j'ai repris cette unité, j'aimerais reconstruire ça et faire revenir des collègues du privé à l'hôpital, justement pour partager ça. Et maintenant, on a créé avec la Société française de chirurgie de la main des partenariats pour qu'un certain nombre d'internes puissent aller se former dans une structure privée pendant un semestre durant leur cursus, de façon à ce qu'ils voient les organisations et voient des pathologies différentes. Voilà en quelques mots. Mais je crois que le dénominateur commun qu'il faut conserver, à mon sens,
c'est l'équité entre les deux systèmes. Oui, mais justement, comment être vraiment équitable entre... On aura toujours le côté de se dire, à l'hôpital, oui, voilà, on va ramasser les gens par terre, on va récupérer les gens du SMUR et tout ça. Et forcément, l'opération bien organisée, avec le rendez-vous 3 semaines à l'avance, ce sera dans la clinique. Et ça, c'est quand même... c'est inhérent à l'hôpital et à la clinique, c'est même le principe. Moi, je pense que pour que ça marche, en fait, c'est là, avec des gens comme nous, mais même avec plein de médecins, c'est pas vraiment le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des compétitivités. En fait, c'est qu'il faut que ça se passe pas qu'entre les médecins. Il faut que les médecins et les administratifs arrivent à travailler ensemble. Parce que il faut pas avoir peur des chiffres. Parce qu'en fait, il y a de la compétition. En fait, avec tous ces groupes financiers qui ont racheté les établissements, on va vers les établissements, vers les activités rentables. Et pour finir, c'est extrêmement délétère parce qu'on est en compétition. Et d'ailleurs, au niveau de la santé publique, ça coûte. Parce que ce qu'il faut, c'est partir de la population, de mettre les moyens en face, de dire ça c'est mieux là, ça c'est mieux là, et puis de former le nombre. Il faut qu'on soit en phase avec notre population. En plus, nous, c'est non délocalisable. Les patients, ils sont là. Et là, on a fait une compétition entre les établissements qui fait que les médecins, ils ne peuvent pas tout seuls. Et nous, la chance qu'on a à Angers, c'est que nos directions s'entendent bien. Moi, j'ai au téléphone la directrice de l'hôpital. Tu t'entends bien avec ta directrice, je m'entends bien avec le directeur. Et tout ça dit... Et c'est, à mon avis, si on laisse que les médecins faire, ils n'y arriveront pas tout seuls parce qu'il y a des enjeux économiques. La médecine, il y a les coûts, les machins, il faut que les établissements soient rentables. Et toute cette réalité économique emporte sur tout ce qu'on vient de dire là. Donc si on veut s'attaquer vraiment au problème, il faut et les médecins et les établissements. Et donc l'État, les ARS, ils mettent leur nez, nous aident, favorisent, voilà. Oui, mais là, pour l'instant, quand vous le faites, la manière dont vous faites la synergie à Angers, c'est un peu... c'est de l'humain, c'est entre copains, entre guillemets. C'est je te prête mon bloc avec tel matériel parce que tu en as besoin. Toi, tu vas prendre tel patient parce que j'ai pas le... Et ça, comment on l'écrit ça? Comment, une fois que vous serez plus là, vous êtes copains, qui le fera? Et puis moi, j'en profite. En fait, nous, l'avantage qu'on a à Angers, d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, l'orthopédie, elle est pratiquement exclusivement entre nous. Donc on dit, voilà notre périmètre. Et on a un atout énorme, c'est que la clinique, elle appartient aux médecins chez nous. Oui, ça aussi c'est important par exemple. Donc ça change aussi tout. Hein. Et qu'il y a 2 services forts, c'est-à-dire que le CHU n'est pas à la traîne derrière la clinique et que je sais qu'en collaborant avec eux, ils ne vont pas essayer de me chercher à me piquer de la clientèle et que de la clientèle, de toute façon, j'en ai suffisamment. On n'est plus tout à fait dans la concurrence compétitive parisienne, quoi. Hein, et voilà. Et donc vous piquez même les médecins, vous piquez les chirurgiens même. Oui, bien sûr, mais moi je ne peux pas tous les garder à l'hôpital et je préfère qu'ils aillent à la clinique en face et qu'on garde de bonnes relations plutôt qu'ils s'en aillent ailleurs. Paris, c'est compliqué. Enfin, dès qu'on est dans une ville, même si c'est pas Paris, dès qu'on est dans une ville où l'hôpital craint la clinique ou la clinique craint l'hôpital, ce genre de partenariat, il va être difficile à mettre en œuvre, quoi. Mais en fait, il y a 2 choses qui sortent de ce que vous dites. La première chose, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, et on peut en discuter complètement. La deuxième chose, c'est 70% des prothèses en France sont faites en secteur libéral. Et c'est, à mon avis, une erreur de la part des tutelles, notamment parisiennes, que de penser qu'on peut être compétitif par rapport au privé. Enfin, l'assistance publique n'est pas compétitive par rapport au privé, c'est évident. Et d'autre part, je pense que l'assistance publique, elle a plein de missions, y compris dans les services d'orthopédie, faire de la traumatologie, former les internes, former toutes les catégories de personnel paramédicaux et opérer des prothèses, effectivement, et peut-être garder les cas un peu compliqués aussi, parce on revient au premier problème, le nerf de la guerre, c'est que l'argent qui est distribué dans un centre privé pour faire une prothèse totale de hanche n'a rien à voir avec l'argent qui est distribué. C'est plus 25% à l'hôpital par rapport à ce que va toucher l'hôpital pour une prothèse de hanche standard. Donc on ne peut pas se leurrer, il y a un vrai problème d'argent. Je pense que tant qu'on n'aura pas compris que les orthopédistes et la chirurgie de manière générale et la médecine plus largement, vous ne pouvez pas faire la même médecine en n'ayant pas les mêmes moyens et en n'ayant pas les mêmes revenus. Donc ça,
Et vous Ça, c'est justement un qui vrai faites, problème. mais vous justement qui faites les deux. Alors comment vous différencierez votre exercice à l'hôpital de votre exercice à la clinique? C'est Parce pas que vous com- êtes la même chirurgienne en revanche. En fait, je suis le même chirurgien, je fais la même chirurgie des deux côtés. Alors, pas tout à fait. Ouais. C'est sûr que les patients lourds qui vont avoir besoin de réanimation, alors j'ai une pratique un peu particulière parce que moi je fais de la chirurgie tumorale. Alors, je fais de la chirurgie tumorale à la clinique. Je fais, pour ceux qui connaissent, je fais des fémurs distaux, des choses comme ça, je peux le faire à la clinique. Mais un bassin, par exemple, il est hors de question que je fasse ça à la clinique. Si je fais un bassin à la clinique, je vais gagner rien du tout. Je vais vider mes surrénales à devoir surveiller mon patient toute seule. Et s'il a un problème, il va falloir que je trouve une place en réanimation pour le transférer. Et honnêtement, je ne vais pas faire ça pour 100 balles, quoi. Enfin, c'est une réalité. Alors que finalement, à l'hôpital, c'est le genre de patient qui va avoir bénéficié d'un GHS assez élevé, où l'argent qui va rentrer à l'hôpital sera plus élevé, et où moi, moi je serai payé en tant que praticien, de toute façon que je sois là ou pas, ça ne changera rien. Que j'y passe 10 heures ou que j'y passe 2 heures, ce sera toujours le même tarif à la fin du mois. Donc voilà, moi je réserve plutôt à l'hôpital les patients lourds qui vont justifier d'une sécurité de soins et d'un plateau technique plus important que ce que je peux leur offrir à la clinique, bien évidemment. Et puis, c'est sûr que quand vous avez des patients qui sont à haut risque de complications, que ce soit médicales et donc nécessité d'une réa et ou de complications septiques, mieux vaut les faire à l'hôpital, parce qu'à la clinique, si vous commencez à demander le moindre antibiotique, ils vont vous dire stop, ça coûte trop cher, quoi. Et c'est une réalité. Je veux dire, cette coopération publique-privée ne peut pas se faire tant qu'il n'y aura pas une équité de traitement financier des patients. Enfin, un patient privé, il ne vaut pas moins cher qu'un patient public. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Mais c'est faux. Un patient privé doit coûter moins cher qu'un patient public. Il y a quand même des... Enfin bon, oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi quand même des problèmes. Hein. C'est que pour que les chirurgiens publics aillent opérer en privé, là, dans notre convention, si on a une activité libérale à l'hôpital, et on est nombreux à l'avoir, en tout cas moi dans le service je le souhaite, parce qu'autrement il y a une trop grande différence entre les émoluments dans le privé et les émoluments dans le public. Donc je ne veux pas que mes collègues qui sont bons, ils partent dans la clinique en face juste pour une histoire d'argent ou d'organisation. Donc je leur ai demandé à tous d'avoir une activité libérale dans le service. Bon, alors ceux-là, ils peuvent aller opérer après, avec une convention de ce type en clinique. On peut très bien imaginer, ils prennent une demi-journée par semaine. La loi est passée, il n'y a pas les décrets d'application. Hein. C'était Édouard Philippe qui avait voulu cette loi pour qu'un PH puisse partir une journée en clinique comme il veut. Bon, alors il n'y a pas le décret d'application, bien sûr, bon, comme toujours en France. On ne sait pas s'il va sortir un jour, ce décret. En tout cas, dans cette convention-là, c'est assez facile pour un chirurgien qui a une activité libérale à l'hôpital d'aller faire un tour à la clinique. C'est compliqué s'il n'a pas d'activité libérale parce qu'il n'est pas assuré. Alors là, ça pose des problèmes. Hein. Et donc, en chirurgie pédiatrique orthopédique, les chirurgiens de l'hôpital ne font pas d'activité libérale. Donc, c'est compliqué pour eux d'aller aider, d'aller opérer un malade à eux, à la clinique, alors que pourtant ils seraient accueillis à bras ouverts. Bon, voilà, il faut faire des montages, etc. Donc tout n'est pas rose et il y a des problèmes que l'on n'a pas résolus, hein, loin de là. La convention, elle est signée. La convention, il y a elle est signée. les décrets d'application à mettre en place. On en revient à l'autre problème après le financement, c'est la rigidité d'un système hospitalier, enfin d'un système médical français. Pour la petite histoire, moi, quand j'ai décidé de partir faire du libéral, j'avais pas l'intention d'aller y passer beaucoup de temps parce que bon, voilà, j'avais plein de choses qui m'intéressaient à faire à l'hôpital. Mais on m'a obligé à passer de 100% à 60% de mon temps hospitalier. Donc c'est la moitié de mon salaire qui est parti alors déjà qu'il n'y en a pas beaucoup à l'hôpital, donc vous imaginez, il n'en restait plus beaucoup. Donc alors le système s'est un tout petit peu assoupli après le Ségur, etc. Maintenant vous pouvez être PH temps partiel à 60, 70, 80, 90%. Mais effectivement c'est pas si simple et ça favorise pas les interactions alors que alors que Philippe Joanneau, vous êtes d'accord sur le fait que... comment ? Pascal. Pascal, j'ai dit. Ah oui, Philippe. Je sais pas. Ah oui.
bon, docteur Jeannot, que du coup, quand même, c'est pas mal de se dire que si les praticiens hospitaliers gardent une activité libérale, enfin, si les deux fonctionnent, si on va de l'un à l'autre, ça permet toute cette fluidité et cette synergie, évidente. Je pense qu'il faut, Oh là, je pense qu'il faut recréer effectivement ce lien entre les deux et ce transfert de compétences. Parce qu'on a un chirurgien libéral je ne sais pas pourquoi. un chirurgien libéral pour l'avoir été, vous avez un système d'organisation qui permet d'optimiser votre temps. Et je veux dire que le temps à l'hôpital ne compte plus quand on y est. Et le fait de l'optimiser, on apprend aux plus jeunes justement à gérer ce temps. Mais on se rend compte, moi je vois bien en arrivant à l'hôpital public, l'importance de l'équipe, du personnel paramédical, des gens qui vont aux entours, des anesthésistes. En fait, on forme une équipe. Et ça s'est dégradé, je l'ai vu dans l'hôpital pédiatrique, ça a dégradé il y a quelques années. Ça s'acutise là, mais ce qui me gêne, c'est que ça commence à arriver dans le privé. Et ça c'est très inquiétant. Je crois qu'il faut revoir le système, il faut absolument rétablir l'équité entre les systèmes. Hein. Je pense que vous le savez, mais comment est doté l'hôpital public? C'est une dotation globale, alors que le système libéral, c'est à l'activité. Donc on voit qu'il y a quand même un problème d'équité à ce moment-là. Mais ce problème d'équité, on va le retrouver aussi dans les revenus des praticiens, dans les revenus du personnel paramédical. Et je crois que c'est ça qu'il faut remettre à plat. Mais refaire une synergie, moi je suis impressionné parce que vous faites tous les deux, Henri et Laurent. La seule chose qu'on voit, c'est quand même une affaire d'hommes là. Ben oui, c'est ça que je. Est-ce que ça va vous dépasser? Non, je rebondis là-dessus parce que c'est pas si vrai que ça. C'est vrai qu'il y a une histoire d'homme parce qu'il faut emmener les gens sur un privé comme ça. Parce que la permanence des soins, quand vous venez dire à vos équipes, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, écoute Henri, on n'est pas venu dans le privé pour aller refaire des gardes à l'hôpital. Donc en fait, il faut absolument emmener les gens et se rendre compte que, en fait, c'est la qualité de leur qualité de vie au travail. Parce que ce qu'on fait là, eh ben en fait, on va faire un pôle. Moi, ce qu'on voudrait tous les deux, c'est qu'Angers soit un pôle d'orthopédie fort, c'est-à-dire tous les deux très forts. La concurrence, elle n'est pas dans la ville, elle est que les gens n'aillent pas à Paris, que les gens n'aillent pas à Nantes, Et nous, on veut un pôle fort. On veut que les filières de praticiens soient organisées pour qu'en fait, les gens, justement, il n'y a rien de pire pour un orthopédiste. Parce que si tu ne fais pas ça, tes cliniques, elles sont... Le pire qui puisse arriver chez nous, c'est par exemple, dans notre projet, c'est que la clinique d'en face, elle se mette à faire beaucoup d'orthopédie. Oui. Elle monte son truc, et à ce moment-là, nous, on est comme des andouilles. On est là, et comment on maîtrise le développement, comment on va caler notre développement à chacun en fonction des besoins de la population, en termes de formation, en termes d'urgence, en termes de tout ce qu'on veut. Et donc, quand les gens, vous expliquez ça, alors à petite échelle, sur une petite ville, les gens ils finissent par dire mais oui, c'est vrai, il faut qu'on fasse ça parce que sinon, on va créer de la concurrence ailleurs. Bon, il faut faire des efforts, ok, mais ça vaut vraiment le coup. Et moi, je crois qu'il faut qu'on avance dans ce sens. Et on a cette chance-là en plus, c'est que les collaborateurs de Henri sont tous des anciens internes et des anciens chefs du service avec qui on s'entend bien, Il y en a quelques-uns quand ils sortent et qui viennent juste de s'installer, disent ah tiens, la traumatologie, ça me manque un peu. Bon, alors la traumatologie, on l'a toujours très très bien faite à Angers. On a eu des hommes clés, ouais, Cronier, des gens qui étaient chromatologues à l'allemande, c'est-à-dire qui faisaient que ça. Et qui nous ont insufflé, qui nous ont inculqué des principes de traumatologie. Plutôt que de traiter les séquelles, on essaie de bien faire la traumatologie. Donc, ça, c'est pas partout pareil. Hein. Et donc, il y a un chirurgien de garde tous les jours. Il n'y a jamais d'internes qui sont laissés seuls sur une fracture complexe, etc. Donc, voilà, on a cette chance-là. Alors, c'est sûr que les plus anciens chefs qui sont installés déjà depuis 10 ans, depuis 15 ans, on leur fera pas faire des gardes. Mais par contre, ces gars-là, nous, quand on a 8 cols du fémur qui arrivent dans la nuit, et je peux vous dire que c'est souvent, eh ben, on leur dit, dites donc, on est débordés, là, on a secoué l'arbre à mémé, là, faut en prendre quelques-uns. Et donc, voilà, ils nous prennent 2-3 cols, voilà, qu'ils intègrent dans leur planning. Et ça, c'est déjà de la collaboration. Ils font pas la permanence de soins sur place, mais ils la font presque chez eux, elle est déportée, quoi.
Mais est-ce que c'est écrit dans cette convention, ça? Oui, c'est écrit ça. Ça, c'est écrit. Avec des ratios, des... Non, il n'y a pas de ratio. On est en train de monter le comité de pilotage. Voilà. Il va y avoir un comité de pilotage, parce que ça, c'est sûr. Elle vient d'être signée, la convention. Non, mais il faut que ce soit gagnant-gagnant. Il va y avoir un comité de pilotage avec des administratifs, des médecins dans les deux structures, et puis en fait, il faut quelques indicateurs. Il faut que il est signé, mais il faut valider les. Et il y a aussi d'achat de matériel en commun, des blocs en commun, il y a tout ça. aussi ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on achète, qu'on ait un peu les mêmes choix de matériel, d'implants, pour mettre un peu la pression sur les laboratoires, pour que les laboratoires baissent leur prix des deux côtés. S'il faut reprendre les patients, donc c'est bien. Ça aussi, c'est ça comme... fait rêver, là. Ouais. Ça aussi, c'est comme... Non, mais tout vient du fait qu'ils sortent du CHU, ils ont l'habitude d'employer ce type de matériel. Quand on vient de s'installer au début, on n'aime pas trop changer de matériel, on veut éviter les râteaux. On dit, bon, je garde mon matériel. Et donc, du coup, la clinique travaille avec quasiment les mêmes matériels que nous, que ce soit pour tous les implants prothétiques. Donc, voilà. Alors après, on va faire des études scientifiques là-dessus. On en a déjà fait. On avait déjà fait des thèses mixtes, hein, c'est-à-dire avec des malades de la clinique et des malades de Et il n'y a rien de tout ça qui l'hôpital. pourrait venir à Paris. C'est vraiment trop de collaboration, de synergie justement et d'entente. Et à Paris, il y a trop d'enjeux financiers justement et de pouvoir. D'abord, il y a une multitude d'établissements, ce que je vous Oui, disais tout à l'heure. déjà, oui. Je ne sais pas combien de CHU, là, comme ça, je peux les compter, mais il y en a 5 qui font de l'orthopédie. 5 ou 6, voilà. Des établissements privés qui font des cliniques, enfin qui font des prothèses à Paris. Alors là, il y en a beaucoup. Donc c'est évident que ça ne peut pas se mettre en place. Mais enfin, je ne vais pas vous dire que les chirurgiens parisiens sont stupides, c'est pas ce que je vais dire. Mais je trouve que cette collaboration est extrêmement maligne en fait, parce que vous formez les internes, vous les fidélisez à un type de matériel. Ensuite, donc les labos vont vous suivre, hein, parce qu'après ils savent qu'ils vont les retrouver dans la clinique en face. Donc les industriels sont contents. Laurent va dire, Laurent va veut nommer quelqu'un, veut nommer un professeur. Ben, on fait attention qu'il le garde. On essaie de... C'est quand même, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup, hein, des exemples comme le vôtre en France. Mais c'est ça, mais c'est une histoire d'homme, c'est indiscutable, c'est aussi une histoire de situation. On sait bien que la situation était un peu compliquée à un moment à Angers, et je trouve que c'est très intelligent, une fois de plus, d'avoir réagi comme ça. C'est un modèle, quoi, hein, faut le dire. Mais alors à Paris, bon... Je vois pas comment on va le faire tout de suite. Non, pas tout de suite. On va le faire entre nous, peut-être. Il y a des filières automatiques qui se créent justement pour le bien-être des patients. Mais on vous dit, mais tu as trop transféré, là. On vient de me rappeler. On me dit, c'est pas possible, tu as transféré. Mais oui, mais il y avait une panne d'électricité. Moi, je n'allais pas garder malade 2 jours parce qu'il n'y a pas de courant. Donc c'est archi compliqué de le mettre en place à Paris de façon directe comme ça. Il y a des réseaux, il y a des circuits qui se créent, c'est évident. Et c'est très bien. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre les 2 objectifs principaux de l'hôpital public, qui sont 1, l'accueil des patients et la qualité, et 2, la formation. Et je pense qu'on doit travailler en collaboration, mais à Paris, pour l'instant, il y a une telle compétitivité entre les structures avec des enjeux financiers et pour les groupes et pour les praticiens qui sont trop importants. Et je ne vois pas demain comment on va pouvoir créer ça. On se débrouille. On se débrouille, oui. Mais il n'y a pas de filière, automatique. Moi, j'aurais une question à vous poser. Je suis désolé, je prends. Au contraire, je vous en prie. Comment vous ont aidé les tutelles? Est-ce que les tutelles ont un rôle? Est-ce qu'elles vous ont donné les moyens? Non, on ne leur a pas posé la question. Et donc, quand la directrice du CHU a vu qu'on avait ce projet-là, alors elle est remontée à l'étage au-dessus de l'ARS, et l'ARS lui a dit allez-y, au contraire, c'est dans l'air du temps, tant que ça reste dans les limites de la loi. Voilà. Et donc, je pense qu'au contraire, même elle va avoir une médaille, elle va se faire bien voir, parce qu'elle a réussi à créer un truc que tout le monde voudrait voir ailleurs, quoi. Donc, donc elle est... L'ARS, elle a son mot à dire. Par exemple, Oui. il y a des problèmes dans des villes petites comme les nôtres d'autorisation. Et là, vous savez que c'est le PS3, les autorisations. Et par exemple, on repart de la pédiatrie. Aujourd'hui, je pense qu'une ville comme Angers, si elle n'a pas une convention comme ça pour l'orthopédie pédiatrique, elle va avoir du mal. La ville, c'est aussi bien l'hôpital que la clinique. Parce que voilà, il y a en termes
si on veut, en termes humains, en termes de moyens, la réa, le machin, si on n'a pas. Donc elle va aussi, elle va nous pousser. Et puis, enfin, on voit bien avec les ARS, dès qu'on arrive aujourd'hui avec un projet public-privé, ça le vend en poupe hein, quand même. On va être aidé, on est aidé. Une fois de plus, on reprend. Enfin, la politique est là, quoi. C'est le maire, c'est le président de la région, enfin tout ça. Donc il y a des enjeux politiques majeurs pour sauvegarder l'offre de soins dans une grande ville ou dans une région. C'est évident qu'à Paris, Madame Hidalgo, elle s'occupe beaucoup plus de ses voies piétonnes et de ses voies pour les vélos et de ses Jeux Olympiques, n'en parlons pas, que de l'offre de soins. Il y a une offre de soins parisienne. Elle ne se rend même pas compte s'il y en a plus ou s'il y en a moins. Hein. Enfin, je ne vais pas être méchante avec elle, je ne la connais pas, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter. Mais on retrouve, on rejoint encore la politique là-dedans, quoi. Mais que fait donc le politique ? Mais justement, je pense que le politique va bien regarder votre convention et va voir comment ça se passe déjà pour vous et va sûrement s'en servir d'exemple. Mais après, peut-être que ça ne va pas venir à Paris tout de suite, que ça peut descendre par contre dans d'autres villes de même taille. Parce qu'à mon avis, c'est ça, c'est qu'ils attendent que vous défrichiez le terrain, que vous notiez bien sur un papier tout ce que vous avez créé comme synergie qui fonctionne, et de se dire, ça peut-être qu'on ne peut pas l'appliquer à Paris tout de suite, on va essayer, mais c'est pas gagné. Mais à Avignon, je sais pas où, à des villes comparables, peut-être qu'il y a une possibilité de se dire, ça va, de gérer l'orthopédie en pôle public-privé, c'est quand même, finalement, ça paraît assez idéal, c'est vrai, donc ça se paraît la solution. Une fois de plus, je pense qu'il y a Paris et le reste de la France. Voilà. Et je ne dis pas qu'on a la solution à Paris. Alors, moi, j'ai un exemple en tête quand même de collaboration publique-privée qui aurait pu se faire et qui ne s'est pas faite. Je ne sais pas du fait de qui, même si j'imagine un peu. Au moment du Covid, évidemment, Paris s'est retrouvé extrêmement impacté avec des réanimations qui étaient pleines, enfin, je ne vous refais pas l'histoire, et un certain nombre d'établissements privés, notamment des cliniques où on faisait de l'orthopédie, où on nous a dit stop, il ne faut plus opérer, etc. Avec des anesthésistes qui se sont retrouvés à ne rien faire. Et dans l'établissement dans lequel je travaille, les anesthésistes se sont tous montrés, ont tous fait signe, genre on est là, quand vous voulez. Il y a eu des listes qui ont été établies d'anesthésistes qui étaient prêts à aller faire des gardes de réa, etc. L'assistance publique n'a jamais fait appel à ces anesthésistes. Voilà. Et les anesthésistes de l'établissement qui ont pu aller donner un coup de main, une fois de plus, c'est parce qu'ils connaissaient des copains, soit dans la grosse clinique de la porte de Boulogne, où il y a une grosse réa, et donc ils sont allés bosser là-bas, ou alors un autre qui est allé bosser à Versailles parce qu'il connaissait le chef de service de la réanimation. Et après ça, vous avez l'assistance publique, je ne vais pas cracher dans la soupe, puisque j'en fais partie, qui dit « Ah oui, on a été formidable pendant l'épidémie de Covid, on a pris en charge les patients, nanani, nanana ». Mais en fait, ils n'ont rien pris en charge, quoi. Quand vous regardez, là encore, pendant l'épidémie de Covid, la prise en charge à la paix des patients, c'était 30%. Le reste, c'était pris en charge en libéral, par le privé, et la paix qui a presque dit non à la main tendue par les gens du privé, avec des gamins, je dis des gamins, des internes de premier semestre qui se retrouvaient dans des réas hors sol, ce qu'on appelait, à surveiller des patients et qui étaient perdus, quoi, avec un senior qui était au bout du fil dans une autre réa, débordé. C'est n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a, une fois de plus, il y a Paris et puis il y a le reste de la France, et où je pense que les gens sont beaucoup plus pragmatique, parce qu'il y a un vrai problème d'offre de soins qui se pose peut-être moins à Paris. On n'a pas eu du tout ça à Angers, nous, on a eu cette chance-là, c'est-à-dire que quand nos blocs sont transformés en réa, que ça débordait de partout, les malades les moins graves, on a pu les envoyer à la clinique, ils ont fait une fausse réa, une unité de soins, voilà. On a été opérer des malades un peu urgents chez eux. Alors la traumatologie on la faisait, mais il y a aussi la reprise de prothèses du type qui est en train de se grabatiser, etc. Et donc on est allé les opérer à la clinique. Donc pendant quelques semaines, on a opéré à la clinique. Quelques années auparavant, enfin même un an auparavant, leur bloc opératoire a brûlé. Et donc c'est les pompiers surtout qui ont fait plus de dégâts que le feu, parce que quand ils arrivent avec l'eau, bon. Et donc on a accueilli les chirurgiens de la clinique le temps que les blocs soient remis en état. Alors pas tout le temps, ça s'est réparti un petit peu sur l'ensemble du territoire, mais voilà, au CHU. Oui, ces deux événements-là nous ont beaucoup rapprochés aussi.
Nous, pendant le Covid, entre le PSPH qui est à côté de la clinique, l'hôpital Saint-Joseph, en l'occurrence pour ne pas le nommer, et nous, il y a un moment où tout le monde était... Enfin, nous, on faisait rien. Et Saint-Jo, voilà. Et donc, on a accueilli des patients post-Covid aigus dans la clinique. Voilà, c'est des patients qui avaient encore besoin d'une surveillance particulière, mais qui étaient plus réanimatoires. Et il y avait effectivement des praticiens de Saint-Jo qui venaient vérifier que tout le monde allait bien à la clinique. Et alors, une fois de plus, ça a été possible dans du privé, c'est-à-dire un PSPH à but non lucratif qui était Saint-Joseph et la clinique, qui est quand même un établissement à but très lucratif, il faut bien le dire. Mais comme quoi on est capable, quoi. Mais ça s'est organisé par les médecins directement? Ça s'est organisé par les médecins directement et par la direction de Saint-Joseph, qui est notre direction à nous, qui est assez open, si je puis dire. Parce que de ce que je vois justement de cette discussion finalement, c'est qu'après, oui, on peut dire aux tutelles de vérifier, de valider, de tamponner, d'essayer de rentrer, de faire une réforme, mais en vérité, il faut quand même que les idées et de synergie et de mise en place, de fonctionnement, etc., viennent par les médecins, et après, une fois que ça marche par les médecins parce qu'ils s'entendent bien, ce qu'on a vu, ou parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils ont fait leurs études ensemble, etc., après, là, hop, on organise et on se dit, ça fonctionne bien, donc on va le normaliser au maximum. Et c'est comme ça c'est comme ça que ça s'est passé là. Oui. Et c'est comme ça que ça peut marcher en vérité, parce que si on arrive d'en haut, qu'on dit maintenant les gens de la clinique vont partir les samedis, faire de la permanence des soins à l'hôpital, mais ça va être un tollé. Et ça ne sera pas fait de toutes les façons. Donc en fait, il faut forcément qu'on compter sur les médecins entre eux, de s'entendre et de trouver des solutions, et après, juste faire labelliser le fonctionnement. Moi, c'est ce que je vois comme conclusion à ce débat. Et il faut que les administratifs nous aident, parce que le cas s'est posé aussi d'anesthésistes à Angers qui voulaient venir travailler et aider les réanimateurs, anesthésistes réanimateurs, pendant le Covid au CHU, mais c'est quel contrat on leur fait, s'il leur arrive quelque chose, qui c'est qui va être responsable, etc. Donc il y avait une espèce de pyramide administrative là, avec tous les bons de toutes les couleurs qui a empêché, et j'imagine que c'est ça aussi ce qui s'est passé. C'est pas forcément qu'ils voulaient pas des gens qui viennent d'ailleurs, mais c'est que le temps qu'ils réfléchissent à comment on les prend en charge, comment on les paye, quelles sont les responsabilités, le Covid était fini, quoi. Oui, c'est ça. Mais là, c'est la lenteur de l'administration publique et de ces énormes CHU qui ressort une fois de plus. Oui, c'est le manque d'agilité globale de ce gros... Le mammouth, comme aurait dit l'autre, pour parler de l'éducation nationale. Mais il y en a au moins 2 de mammouths. C'est une espèce qui n'est pas du tout en voie de disparition en France. Mais écoutez, merci à vous d'être venus. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.